Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. On vous invite ce soir à plonger dans les coulisses du pouvoir russe, et plus précisément à décrypter les luttes de pouvoir entre le Kremlin et l'Église orthodoxe russe, entre Vladimir Poutine d'un côté et le patriarche Kirill de l'autre. Dans ce roman Les pires amis, qui vient de sortir chez Istia et compagnie, Sergueï Girnov nous plonge dans une lutte fratricide au sein de l'appareil d'État russe. On découvre que sous l'unité de façade entre Poutine et l'Église orthodoxe se cache une violence sans nom. Sergueï Girnov est notre invité ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Sergueï Girnov, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né en 1961 à Moscou. Vous êtes un ancien officier supérieur du service d'espionnage du KGB. Aujourd'hui réfugié en France, vous êtes devenu un expert en géopolitique, journaliste, auteur. Vous avez déjà écrit plusieurs livres documentaires sur Vladimir Poutine. Et donc ici, vous avez fait le choix du roman pour aborder les relations entre Vladimir Poutine et l'Église orthodoxe russe. Un roman qui mêle espionnage et stratégie politico-religieuse, j'ai envie de dire. Donc un roman, mais où vos protagonistes s'appellent vraiment Vladimir Poutine, s'appelle vraiment le patriarche Kirill. Pourquoi du coup avoir décidé d'opter pour la forme du roman ? En fait, c'est une question qui s'est posée assez rapidement et j'ai même utilisé la réponse sur la 4e de couverture parce que je réponds sur la 4e de couverture parce que vous ne m'auriez pas cru si je sortais un essai et parce que la vérité, des fois, elle est plus, elle dépasse la fiction. Et en fait, la fiction pour moi, c'était pour avoir tout simplement la liberté, plus de liberté, pour pouvoir aussi inventer des choses. Parce que vous savez, quand on étudie la Russie, quand on étudie les arcanes de pouvoir, et encore plus les choses un peu secrètes de la lutte entre les clans, la lutte interne au Kremlin, la lutte interne de pouvoir entre le patriarcat et le Kremlin, et il y a quand même des pages blanches qui restent là. Et on peut pas sortir en fait un essai dans lequel il y a plein de moments blancs et on dit là on peut rien dire parce qu'en fait on n'a pas de source, et même si on a des bruits de fond, on n'a pas de source c'est difficile à prouver, on n'a pas de source fiable à citer, ou il y a des sources qui ne veulent pas être citées, et donc du coup on peut vous raconter mais sans citer les sources, donc du coup dans un livre de commentaires ça passe moins bien. Et puis tout simplement pour un plaisir d'écrire, parce que j'aime bien écrire, j'aime bien aussi le côté littéraire, et là pour un roman vous pouvez avoir un style beaucoup plus fluide, un style beaucoup plus littéraire, plus recherché, en faisant les jeux de mots, en prenant le plaisir en fait avec la langue française que difficilement on utilise dans un essai. Alors je le disais, les personnages, les protagonistes principaux du livre, même si on a évidemment beaucoup d'autres, mais on va dire que le protagoniste c'est Vladimir Poutine d'un côté. Alors je pense que Vladimir Poutine, tout le monde situe quand même qui il est aujourd'hui, même si on ne connaît pas encore tous les détails de son histoire. Par contre, le patriarche Kirill, on le connaît assez peu, j'ai l'impression, en Occident. Alors, est-ce que vous pourriez nous le présenter un petit peu? Qui est-il et quelle est sa fonction dans l'Église orthodoxe russe? Oui, tout à fait. C'était ça aussi l'intérêt de ce roman, parce que justement, j'ai constaté que cette connaissance de l'Église orthodoxe russe et des personnalités de cette Église n'était pas très approfondie en Occident. Ça m'a permis aussi de m'amuser à le raconter. Donc, patriarche Kirill, c'est son nom de moine, c'est son nom d'église. Donc bien évidemment, il s'appelle pas comme ça dans la vie civile. En réalité, il s'appelle aussi Vladimir, comme Vladimir Poutine. Et donc il y a un chapitre. Il y a un chapitre. Il y a un chapitre qui s'appelle Les deux Vladimir, parce qu'ils sont nés tous les deux d'une manière officielle à Saint-Pétersbourg. Et je souligne bien officielle parce que Poutine, il y a une version qui court aussi, comme quoi en fait sa biographie officielle ne correspond pas à la réalité. Et en réalité, il est né en Sibérie, non pas en 52, mais en 50, etc., etc. Mais on part du principe qu'ils sont nés tous les deux dans la même ville, Saint-Pétersbourg. Ils s'appellent tous les deux Vladimir. Et contrairement à Poutine, qui était un cancre, qui était un jeune assez peu doué en fait au niveau intellectuel dans la vie d'école, et donc s'il a pu progresser, s'il a pu entrer par la suite à l'université de Saint-Pétersbourg, en fait de Leningrad de l'époque, c'est grâce au sport. Donc c'était une promotion un peu par le tatami, parce qu'il faisait du judo. Et contrairement à ça, Kirill, lui, c'est un élève brillant.
Donc il sort d'une famille de prêtres. Son grand-père était prêtre persécuté au temps de Staline, pendant les purges staliniennes dans les années 20, 30, 40 avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc elle a fait du goulag. Voilà. Et puis son papa a travaillé d'abord dans une usine, puis après devenu aussi prêtre, était consacré prêtre. Donc le jeune Vladimir Goundiaev, de son nom de famille civil, il a participé assez jeune à ces services, qui est un monde très particulier, parce qu'en fait l'Église était autorisée sans être autorisée. L'Église, c'était quelque chose qui était séparé de l'État. L'État était communiste, donc l'Église était non seulement séparée, mais elle était considérée comme un ennemi idéologique du communisme. Et si elle existait encore, et si le patriarcat est revenu en 1943, c'est que Staline en avait eu besoin. Pendant la guerre, en fait, il a d'abord essayé d'unir le peuple pour défendre la patrie avec les slogans communistes, mais il a très très vite compris que ça ne suffisait pas, qu'il y avait plein de gens qui pouvaient défendre la Russie, mais qui ne voulaient pas défendre le communisme. Et donc du coup, il a réinstauré le patriarcat de Moscou, qui était quasiment inexistant depuis 1925. Et donc, en même temps, c'est une institution qui était officielle, mais en même temps, elle était officieuse parce que, donc, contrôlée par l'État, contrôlée par le KGB. Un peu au service de l'État, quand même. Enfin, on ne pouvait pas dire exactement au service de l'État parce qu'en fait, elle était considérée comme un ennemi idéologique. Mais l'État l'utilisait. Donc, l'État l'utilisait et l'État le contrôlait. Donc c'est ça. Donc les services secrets contrôlaient cette église, mais l'État l'utilisait. La plupart du temps, il l'utilisait à l'étranger pour la lutte soi-disant pacifiste. Donc quand il fallait envoyer quelqu'un dans les congrès de pacifistes pour bien évidemment dénoncer, vous savez, l'impérialisme américain, l'impérialisme de l'Occident. Donc là, on envoyait les prêtres, on disait, vous voyez, c'est les gens bien, comme vous, c'est les chrétiens, et eux, ils sont pour la paix, etc. Et donc voilà. Et donc notre ami Kirill, il sort, il fait le séminaire, il sort très très rapidement aussi de l'académie théologique. Donc il a un doctorat en théologie. Il est brillant, il a 24 ans, il est ordonné archimandrite et chez les moines, c'est le top. En fait, c'est le sommet de hiérarchie chez les moines, qui vous ouvre la voie vers la direction de l'Église. Parce qu'en fait, il est protégé d'un métropolite Nicodime qui dirige le service d'espionnage de l'Église. Parce qu'ils ont un service de renseignement qui est le département international de l'Église. Et donc, celui qui dirige ce département, c'est le chef du service. Et c'était à l'époque métropolite Nicodime. Et Kirill est devenu par la suite aussi le chef de ce service. Donc, il est lié aussi avec le KGB. Et en 1970, ou comme vous dites ici en Belgique en 1970, il part à Genève représenter le patriarcat de Moscou, très jeune, il avait 25 ans, donc il représentait le Conseil mondial, le Conseil œcuménique mondial à Genève. Et donc, bien évidemment, là, il a découvert non seulement les milieux très, très haut placés au niveau international, mais aussi l'opulence, la Suisse, l'argent, les belles montres, le luxe. C'est vraiment une des choses que j'ai l'impression qui ressort assez bien du livre, c'est ce monde d'hypocrisie, parce qu'on voit que l'Église orthodoxe russe défend vraiment des valeurs très conservatrices, et paradoxalement, toute une série de personnages, dont Kirill, en fait, ont vécu dans l'opulence, dans le luxe, on apprécie ces choses alors qu'ils dénigrent finalement l'Occident qui est décadent, mais en même temps, ils s'y plaisent. C'est absolument ça. Et d'ailleurs, tout est hypocrite, tout est à double face. En fait, il y a une chose qui est déclarée, une chose qui est faite. Et jamais la chose qui est faite ne correspond à la chose déclarée. Par exemple, là aussi, ils disent que l'argent c'est mal, etc. Le
capitalisme c'est mal. Dans ce sens, d'ailleurs, l'orthodoxie rejoint presque le communisme, parce qu'en fait, ils disent oui, il faut partager, il faut faire le bien de commun des mortels, de ton frère, etc. Mais en réalité, ils vivent quand même dans l'opulence. Et Kirill, il connaîtra aussi, on le connaîtra aussi sous le nom de métropolite de tabac, parce qu'il a obtenu les passe-droits pour l'Église, et donc l'Église importe le tabac et l'alcool sans payer les taxes douanières, et donc du coup, il gagne beaucoup d'argent en revendant après les cigarettes et les alcools à l'intérieur du pays. Et Kirill est devenu il est milliardaire. Hein, c'est un vrai milliardaire, c'est un oligarque, hein, qui possède beaucoup de biens. Voilà, donc bien évidemment tout est à double face, hein, tout est hypocrite, à tel point que moi je me pose la question s'il est vraiment croyant, s'il est vraiment chrétien, s'il est vraiment prêtre, parce que en fait même quand les choses qu'ils avancent, par exemple quand ils bénissent la guerre en Ukraine, qui est la guerre fratricide, qui est la guerre contre les frères en foi et les frères ethniques, c'est pas logique normalement pour un chrétien de bénir quelque chose comme ça. Il aurait dû être pacifiste, il aurait dû condamner son gouvernement en disant non, on peut pas faire la guerre contre nos frères. Et en fait non, lui ça lui pose aucun problème. Oui, il la soutient. Alors je reprends juste une déclaration, par exemple en mars 2022, il disait « La Russie ne conduit pas en Ukraine un combat physique, mais métaphysique contre les forces du mal ». Donc non seulement il soutient vraiment Poutine en Ukraine, mais c'est presque une forme de presque de guerre sainte, comme ça, contre les forces du mal en Ukraine. Donc c'est vraiment un vrai soutien envers la guerre en Ukraine. Oui, c'est un soutien sans foi ni loi. Et en fait, Kirill, il voudrait devenir encore plus important dans cet État que le rôle qu'actuellement Poutine lui a permis d'avoir. Et en fait, c'est ça aussi le truc. Ça veut dire que Poutine proclame les valeurs traditionnelles, mais en réalité, ces valeurs, c'est l'argent et le pouvoir. Et sa dictature, on dit le poutinisme. Et donc, le poutinisme n'a pas besoin d'autre idéologie que Poutine. Poutine est l'idéologie de ce régime. Et Kirill, en fait, c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai donné ce titre à ce livre, Les pires amis, parce qu'en réalité, ils sont amis sur le papier, mais en réalité, ils sont concurrents, les pires concurrents qu'ils puissent avoir, puisque Kirill voudrait devenir le vrai représentant idéologique de ce pays. Il voudrait que la religion devienne une religion d'État, ce qui n'est pas le cas actuellement dans la constitution russe, parce que, pour revenir à votre thématique ici, la Russie, sur le papier, est un État laïque. C'est un État dans la Constitution où il est proclamé officiellement que toutes les églises, toutes les croyances, c'est une histoire privée, mais que l'État est séparé des églises. Et pourtant, là aussi, tout est violé en permanence, parce que par exemple, si vous voyez n'importe quelle réunion, en fait, vous voyez toujours Cyril, en son habit religieux, être assis au 6e rang des dignitaires. Donc, en fait, c'est sixième personne. Le rang est premier, ça veut dire que c'est le premier rang des chaises. Donc, Poutine, quand il prend la parole, face à lui, il y a toute une salle, mais sur le premier rang, il y a 5 personnes, et Cyril est la 5e. Donc, avec Poutine, il est le 6e dans le protocole de l'État. Et donc, ça aussi, c'est complètement contraire à la chose écrite, à la chose laïque, à la chose constitutionnelle. C'est une violation de la Constitution. Mais bon, il y en a tellement que personne ne pose plus la question pourquoi, en fait, cette Église qui s'approprie déjà cette représentation, ne serait-ce que par rapport à d'autres religions. Parce que d'autres religions, par exemple les musulmans, ils sont aussi dans cette salle, mais ils seront au milieu de la salle. Et c'est seulement Kirill qui sera au premier rang. Parce que, soi-disant, ça représente les orthodoxes. En fait, la Russie, c'est un pays aussi où il y a beaucoup de choses qui ne correspondent pas à la réalité, parce que, par exemple, on dit que 80% des Russes se proclament orthodoxes. En fait, c'est faux, parce que si vous prenez les pratiquants, les pratiquants orthodoxes, il y a entre 1 et 3%. Les églises, en réalité, sont vides.
Pourtant, il y en a, je pense que dans votre livre, à un moment, on parle des enfants qui attendent à la sortie de l'église. Et en fait, vous le dites, il y a plus d'églises que d'écoles. C'est ça. Et en fait, c'est quelque chose c'est un phénomène qu'on a constaté en 2023. Donc, sous Kirill, on a construit, je crois, 50 000 églises. Et à un moment donné, les églises ont dépassé le nombre d'écoles. Donc, on a fermé un certain nombre d'écoles, vous savez, dans les provinces, petits villages, etc. Et à la place, on construisait l'église. Mais ce n'est pas pour autant que cette église était remplie. Donc, en fait, c'est le nombre d'églises, donc le peuple qui était là. Donc, en quelque sorte, c'est aussi un tissu à réseau de renseignement. Parallèle au FSB, parallèle au service de contre-espionnage, au service de sécurité, parce que l'Église aussi, mais dans le monde entier, n'importe quelle Église, l'Église catholique, en fait, toute Église qui a une structure, qui a un réseau territorial, c'est ce qui se passe sur le terrain, parce que en fait, le pope, c'est quelqu'un qui vit localement, donc il parle aux gens, et en plus, contrairement au service secret, les gens viennent à l'église spontanément. Ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas besoin de recruter les sources, parce que les gens viennent à l'église spontanément et viennent donc raconter au pape ce qui se passe dans leur vie, y compris confesser leurs péchés, etc. Donc du coup, comme le Vatican, donc le patriarcat de Moscou est très informé et possède pas mal de réseaux. Et dans ce sens-là, ils s'inscrivent bien dans la logique en fait des services secrets. Même s'ils étaient persécutés par le KGB et par le Parti communiste à l'époque soviétique, mais en même temps, ils étaient inclus en fait dans cette hiérarchie, puisque la hiérarchie religieuse, c'est souvent une hiérarchie aussi rigide qu'une hiérarchie de militaires. Donc, ils ont aussi des généraux, ils ont aussi... Si vous prenez, par exemple, je ne sais pas, l'évêque, c'est déjà un général à 1 étoile, donc archevêque, c'est une générale 2 étoiles, métropolite ou cardinal, c'est un général 3 étoiles, et après, vous avez le patriarche qui est le maréchal, et donc, en fait, c'est absolument ça, c'est une hiérarchie verticale qui est hiérarchisée, donc vous donnez des ordres, il n'y a pas de démocratie, même si, sur le papier aussi, ça existe, parce qu'ils ont quand même un sabor, qui est l'assemblée générale en fait, des évêques et des représentants du clergé et des croyants, qui de temps en temps se réunissent pour intervenir sur les sujets les plus importants. Mais c'est quand même construit d'une manière assez hiérarchisée. On parlait d'hypocrisie tout à l'heure. Il y a une question aussi que vous abordez dans le livre, c'est toute la question de l'homosexualité, où là aussi on voit que d'un côté la Russie a un système, un des pays les plus répressifs au monde vis-à-vis de la communauté LGBTQIA+. Et on voit aussi que dans le livre, je pense qu'à un moment vous écrivez « Le régime interdit d'abord à tout le monde pour ensuite vendre très cher à certains, à ses élites, le droit à la transgression ». Parce qu'en fait, on voit qu'il y a la loi et puis après, il y a ce que peuvent faire les élites et le fait qu'on autorise certains à transgresser par rapport à cette loi. C'est ça, c'est exactement ça. Et en plus, il y a même la perversité, parce que par exemple, on dit, personne n'a jamais eu les preuves, d'où d'ailleurs aussi le roman, parce qu'il aurait fallu apporter des preuves que, par exemple, le président de la Douma, le président de la chambre basse de l'Assemblée, est un homosexuel, Volodine. Mais c'est lui, en fait, qui fait voter les lois homophobes. Et donc là, on dit, oui, mais c'est classique, en fait, celui qui n'assume pas son homosexualité, qui se cache, et donc contre qui on peut utiliser ça comme un moyen de pression. Donc en fait, il va voter les lois pour prouver qu'il est bien, entre guillemets, qu'il est normal, entre guillemets. Voilà, donc, et même Poutine. Donc, chez Poutine, on peut trouver aussi ça. Il n'assume pas ça. Mais ça peut devenir même quasiment ridicule, parce que, par exemple, depuis 10 ans, il est divorcé. Et là, pour l'année 2024, il a proclamé, par exemple, l'année de la famille. Et donc, il parle toujours de la famille, des enfants. Mais lui, on ne le voit jamais en famille, on ne le voit jamais avec ses enfants. Il est divorcé. On dit qu'il a des maîtresses, mais pourquoi il n'a pas épousé les maîtresses que, soi-disant, il avait eues pendant les années où il vivait encore avec sa femme. Donc, il y a plein de questions qui ont été posées. Et donc, en fait, ces informations circulent, tout en sachant que, bien
bien évidemment, c'est un roman. J'ai rajouté aussi, j'ai grossi les traits. C'est ça aussi, parce qu'en réalité, il ne faut pas prendre non plus tout ce qui est raconté dans ce livre au pied de la lettre. Hein. C'est aussi un tout petit peu, j'ai parfois même mis exprès des sujets qui sont un peu de provocation, mais le fond est réel. Ouais. Alors, concernant cette lutte fratricide entre Poutine et Kirill, donc dans un sens entre le pouvoir du Kremlin, entre Poutine et le pouvoir de l'Église orthodoxe, alors on ne va pas spolier la fin du livre. À un moment, vous faites un choix au niveau du roman par rapport à cette lutte fratricide, mais on va dire dans la réalité, est-ce que vous pensez que cette lutte fratricide, à un moment, pourrait prendre des formes d'attaques plus concrètes, d'attaques terroristes, d'assassinats de l'un ou l'autre, ou est-ce qu'on est dans une lutte fratricide, mais où finalement le fait que l'un existe arrange bien l'autre? Il y a ça, il y a un peu de ça, mais en même temps, il y a quelque chose qui est prémonitoire dans mon livre, parce que je vous rappelle quand même que j'ai rendu le texte à l'éditeur au mois de février cette année. Et au mois de mars, donc il y a eu un attentat des Tadjiks, de l'État islamique et de Vilayat Khorasan d'Afghanistan, qui était dans la grande salle de concert. Et en fait, dans le livre, je décris un attentat. À un moment donné, j'ai même pensé changer et prendre le vrai nom de cet attentat, puisque j'avais encore la possibilité de le faire avant l'impression. Mais j'ai choisi de ne pas le faire parce que, vous avez compris que, en fait, ce que j'ai mis dans le livre, c'est réalisé, même si le nom n'est pas exactement ce que j'ai écrit dans le livre. Il y a une deuxième chose qui s'est réalisée, les attentats au Daghestan contre 2 synagogues et 2 églises orthodoxes, avec un prêtre orthodoxe qui a été égorgé. Et donc, ça a été fait par les musulmans, aussi par les islamistes radicaux. Et ça aussi, je l'ai mis dans le livre. Donc, il y a quand même des choses que j'ai bien ressenties. Et en fait, ce que je ressens depuis 1 an et demi, c'est que Poutine, par sa compromission avec l'islamisme radical, pousse en fait la Russie vers une guerre de religion. Et cette guerre est bien possible. Et donc, dans cette guerre de religion, Poutine, regardez, je vous ai dit déjà, si vous regardez les guerres qu'il mène, c'est toujours la guerre contre la Géorgie, qui est un pays orthodoxe, donc un pays frère, ou l'Ukraine, qui est un pays frère en foi et aussi en ethnie. Et en même temps, il reçoit le Hamas, il reçoit les talibans, il fricote avec les Iraniens, il fricote avec Kadyrov, il fricote avec les Houssites, etc., etc. Et donc, en fait, on a compris qu'il a pris la cause musulmane mieux que la cause orthodoxe, principalement russe et soi-disant majoritaire. Et donc, bien évidemment, ça ne doit pas plaire à notre ami Kirill. Et ça ne doit pas plaire non plus à des milieux d'extrême droite russe, nationalistes, quasiment néo-nazis, très religieuses, et aux oligarques comme Malofeyev, qui est un oligarque très connu, qui possède aussi les médias, qui sont les médias radicaux orthodoxes, mais aussi le philosophe Dugin, qui est le philosophe qui se veut le philosophe de Poutine, etc., etc. Et il y a autre chose aussi, c'est que le livre commence par une citation de Ilyin, qui est un philosophe très connu russe, qui a vécu au XXe siècle, qui a vécu en Allemagne, qui est mort en Suisse. Et donc, Poutine le cite assez souvent. Et en fait, ces citations, c'est qu'en gros, il a écrit dans les années 1948-49 les essais, et il disait en gros que les nazis, les fascistes avaient raison, sauf qu'ils ont mal fait un certain nombre de choses. S'ils n'avaient pas fait la Shoah, tout le reste, c'était correct, etc., etc. Et Poutine cite ce philosophe. C'est pour vous dire où ça peut aller, jusqu'où... à quel niveau ça peut aller dans ce délire idéologique. Alors, sur la 4e de couverture de votre livre, on voit une photo de vous qui tient un journal à la main. Et sur le journal, donc, il y a un article en gros plan intitulé « Sergueï Girnov, l'ex-espion du KGB qui n'aimait pas Poutine et c'est réciproque ». Quel regard vous portez aujourd'hui sur ce qu'a fait Poutine
de la Russie, vous en tant que Russe, est-ce que vous lui en voulez parce que justement il a plongé la Russie dans un isolement international, dans des difficultés aussi économiques, financières, on ne va pas creuser ici, mais c'est vrai que par exemple dans le livre vous parlez de cette jeunesse qui via le personnage de Nikita qui est un peu abandonné et donc a des grosses difficultés financières dans lesquelles le peuple russe vit en partie. Et donc, quel regard vous portez sur Poutine et ce qu'il a fait de la Russie ? En fait, Poutine, au début, il pouvait presque être sympathique. Parce qu'il passait pour un Russe moyen. Il se voulait un Russe moyen, il se disait, voilà, vous avez eu tout un tas de personnages qui étaient hauts en couleur, mais l'un était alcoolique, l'autre était farfelu, etc., etc. Et donc là, moi je reviens, un mec normal, voilà, et donc je vais vous apporter quelque chose, une normalité. C'est assez marrant parce que c'est presque le slogan de François Hollande quand il s'est présenté en 2012 face à Nicolas Sarkozy et qu'il a gagné son élection. Et ensuite, ce que je reproche, ce serait une faute de me dire que parce que je n'aime pas personnellement Poutine, ce qui est le cas. Moi, je n'aime pas Poutine, j'aime pas son genre, j'aime pas la personne qu'il est. Et je le cache pas. Mais en même temps, je me place quand même comme un observateur assez objectif. Ça veut dire que quand il fait quelque chose de bien, je lui reconnais des choses de bien. Et en fait, ce que je lui reproche, c'est que Yeltsin avant lui, et tous les dirigeants précédents à Poutine n'ont pas eu sa chance. Parce que Poutine arrive au pouvoir en 2000 et les prix de toutes les matières premières commencent à flamber dans le monde entier. Les gens qui ne connaissent pas la Russie disent c'est Poutine qui a réussi l'économie, enfin le miracle économique. C'est faux. En fait, il n'a absolument rien fait. Tous ces prix, c'était le marché mondial, c'était à cause ou grâce à la Chine. En fait, c'est la Chine qui se développait d'une manière exponentielle et donc les prix, les matières premières qui n'arrivaient pas à suivre en offre, donc bien évidemment les prix flambaient. Mais la Russie qui vit sur les matières premières, qui est un pays finalement économiquement très faible, qui vit sur la rente pétrolière, gazière et des matières premières, de la vente des matières premières, en fait a commencé pour la première fois à en profiter. Et donc Poutine était le premier sur qui c'est tombé du ciel, quasiment. Et donc, il s'est retrouvé avec un budget qui était non seulement rempli, ce que les autres n'avaient pas, mais il était rempli à tribord, à bâbord, enfin à rabord, il ne savait pas quoi faire. Donc, il a créé même, ça c'est quelque chose de bien qu'il a fait, il a fait un fonds spécial de développement à long terme du pays. Mais il a quand même beaucoup volé en argent. Donc en fait, beaucoup d'argent était parti chez les oligarques. Oui. Et il aurait pu utiliser cet argent pour développer mieux le pays, pour rémunérer mieux le peuple, pour rémunérer mieux les gens. Il a commencé à le faire. Parce que par exemple, ce que je lui reconnais, moi j'ai quitté en 2001 la Russie parce que je craignais les poursuites et donc je me suis exilé et donc du coup j'ai laissé mes parents qui sont à Moscou, qui avaient leur petite retraite, ils arrivaient quasiment plus à vivre avec leur retraite. Moi j'étais en train de leur donner quand même de les aider, mais quand je suis parti je me commençais à me poser la question comment on va faire. Et en fait Poutine est arrivé et il a doublé la retraite de mes parents, puis après triplé la retraite de mes parents. Donc en fait grâce à lui mes parents ont pu vivre sans mon aide, avec une coupure entre nous. Donc, il n'y a pas que du mauvais dans ce que fait Poutine. Mais bon, vous prenez par exemple les Émirats comme Arabie Saoudite, qui vivent sur la même rente. Ouais. Et donc, en fait, il y a les gens... ils ont moins de population, bien évidemment. Mais les gens... Ils redistribuent mieux. Ils redistribuent les richesses beaucoup mieux, d'une manière beaucoup plus sensée que ne fait Poutine. Parce que pour vous donner ne serait-ce que 2 ou 3 chiffres, la Russie, c'est seulement 2% du PIB mondial. Donc, malgré la richesse du pays et malgré la taille du pays, 17,5 millions de kilomètres carrés, le salaire, par exemple, garanti de l'État, le SMIC, est de 120 € en Russie. 120 €. Là, actuellement, Poutine fait une réforme des taxes, des impôts,
Et il dit ne craignez rien parce qu'elle va concerner très peu de gens. Et donc, en fait, ne sont imposés que les gens qui gagnent plus de 2 000 euros par mois. Et il dit il y a seulement 3% de gens qui gagnent plus de 2 000 euros par mois. Ça veut tout dire sur le niveau de vie voilà. en Russie. Mais Sergueï Girnev, merci beaucoup. J'invite vraiment tous nos lecteurs à lire donc votre livre « Les pires amis » publié chez Istia et compagnie. Si vous voulez vous intéresser vraiment aux relations entre l'Église orthodoxe russe et Poutine, mieux connaître ces personnages, mieux connaître le fonctionnement finalement de l'Église orthodoxe et les luttes fratricides entre les deux, dans ce roman, vous pourrez trouver tout ce que vous voulez. Juste une petite phrase. Ouais. C'est un roman. Hein. Ça veut dire que vous pouvez tout simplement suivre les aventures, parce que c'est un livre avec lequel vous pouvez vous amuser sur la plage, dans le métro, dans le tram pendant les vacances. Donc, tout à fait. Un roman effectivement d'espionnage avec tous les éléments du roman d'espionnage, de l'intrigue jusqu'à la fin. Merci beaucoup Sergueï Girnev. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.